Aujourd'hui, nous sommes sur le campus de l'Université de Montréal, dans les locaux de l'École des hautes études commerciales, ou HEC, où nous allons parler marketing et musique avec Danilo Dantas. Bonjour Danilo. Bonjour. Vous donnez plusieurs cours à HEC qui sont centrés sur le marketing. Pouvez-vous commencer par nous expliquer ce qu'on entend par le mot marketing? Le marketing, qui est une de mes passions, en gros, et avec des mots très simples, c'est tout ce qu'un organisme ou une personne fait pour réaliser des échanges. Et un échange peut être d'ordre financier, je donne de l'argent, je reçois une pinte de lait. Ça peut être aussi de l'ordre non financier, c'est-à-dire que YouTube me propose du contenu et en échange, je donne mon temps et mon attention. Donc, pour que l'échange il ait lieu, il faut que l'organisme, la personne, la marque, réalise une série d'actions. Ces actions-là, c'est le marketing. Et traditionnellement, on va parler du marketing avec les 4 P du marketing. Prix, produit, promotion, distribution. Distribution, c'est pas un P, ça vient de l'anglais place. Okay? Prix, produit, promotion et distribution. Donc, c'est ça le marketing. Proposer le bon produit aux bonnes personnes, au prix que les gens sont prêts à payer, distribuer à travers les bons canaux pour que les gens aient accès à ça et en utilisant des outils de communication qui sont adaptés à mon public cible. Voilà ce qu'est le marketing. Votre doctorat portait sur les effets de la personnalisation sur la fidélisation du public, le rôle de la perception de contrôle sur le consommateur. Pourriez-vous nous expliquer ce que ça veut dire la personnalisation d'un produit et la perception de contrôle? Comme je disais tout à l'heure, faire du marketing, c'est entre autres choses proposer le bon produit aux bonnes personnes. Il y a différentes manières de faire ça. Exemple, je peux faire le même produit et l'offrir à une grande masse de consommateurs sans aucune modification. Ça, c'est le marketing de masse. À l'autre extrême, nous avons le marketing personnalisé, dans lequel nous allons offrir un produit qui est unique et adapté aux caractéristiques du consommateur. Le but étant d'avoir la plus grande satisfaction. Pourquoi? Parce que la satisfaction mène à la fidélité. Dans le cas précis de ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur la personnalisation de la communication. Donc, j'ai travaillé dans le cas des infolettres personnalisées, pour lesquelles les consommateurs choisissaient le contenu qu'ils voulaient recevoir dans l'infolettre. Quand une entreprise, une marque, donne la chance aux gens de modifier un produit, il y a quelque chose qui se passe avec notre sentiment de contrôle. Donc, la question que je me posais était, quand je donne le contrôle aux gens, est-ce qu'ils se sentent plus satisfaits ou moins satisfaits du résultat final? Ce que j'ai obtenu comme résultat est que quand les gens ont le contrôle sur la personnalisation, ils s'attribuent davantage le résultat et ils sont moins satisfaits avec l'entreprise. Tandis que dans les situations où c'est l'entreprise qui personnalise le produit, c'est-à-dire le consommateur n'a pas le contrôle de la personnalisation, donc l'entreprise regarde ce que tu aimes, où est-ce que tu es passé quand tu naviguais, les produits que tu as achetés, j'avais un niveau de satisfaction plus élevé. Une de vos recherches porte sur la marque du musicien. Pourriez-vous nous expliquer en quoi consistait cette recherche? C'est quoi une marque? Une marque est un symbole. Ça peut être un nom, ça peut être un son, ça peut être une couleur, un nom, qui sert à la fois à identifier un produit. Et je sais que plein de gens dans le monde de la musique vont dire que je vais directement en enfer pour assimiler produit et musique. Mais bon, je viens du monde du marketing, je suis confortable avec ça. Donc c'est pour à la fois identifier un produit et aussi pour le différencier par rapport à ses compétiteurs. Donc, si je vais dans un magasin de vinyle et je regarde un album qui est écrit dessus Led Zeppelin,
Je sais que je vais écouter un certain type de musique. Il s'avère que la marque est une affaire complexe. La marque, elle n'est pas totalement contrôlable. Et la marque n'est pas juste ce que je fais en termes d'effort de promotion, de la publicité. Ce que je propose dans cette recherche est que la marque du musicien ou de l'artiste musicien, elle est composée de deux aspects principaux. Des aspects sur scène, donc tout ce qui est artistique, le fait que je fasse du blues, du jazz, du classique ou du rock, les artistes avec lesquels je collabore, et ainsi de suite, et une partie backstage, une partie coulisses. C'est tout ce qui se rattache à moi comme individu. Mes positionnements politiques, si jamais un musicien déclare, par exemple, son support à un candidat ou à un autre candidat à l'élection pour Premier ministre du Canada, ça peut changer la perception de certaines personnes par rapport à cet artiste-là. Les causes auxquelles je suis associé, le fait que j'ai une famille ou non, tous ces aspects-là, même si on ne le souhaite pas, sont pris par les consommateurs pour évaluer la marque qu'ils sont sur le point de consommer. Donc, il s'agit d'un modèle conceptuel qui peut être utilisé pour soit analyser la marque d'un musicien, soit pour bâtir la marque d'un musicien. Dans un dossier culturel que vous avez écrit en 2018 pour le magazine Gestion de HEC, vous expliquez que le numérique a amené une inversion dans le milieu de la musique. Vous écrivez « Ceux qui parviennent à tirer profit de ce nouveau contexte, celui des plateformes de streaming et du numérique, sont ceux qui ont compris que la musique était devenue un outil promotionnel. » Pourriez-vous nous expliquer en quoi la musique est un outil de promotion aujourd'hui? Alors, il faut apporter une précision à cette citation-là. Ce n'est pas toute la musique qui est un outil de promotion. Je faisais référence surtout à la musique qui est enregistrée. C'est connu. Dans le temps, on faisait des concerts pour vendre des albums, et avec la révolution numérique, on a vu l'inverse de la chose. On fait des albums pour vendre des concerts. Dans ce sens-là, la musique que je mets disponible sur les plateformes de streaming, elle devient un outil de promotion. C'est, en gros, là, certains auteurs disent qu'il y a trois grands objectifs dans la communication, c'est faire connaître, faire aimer, faire agir. Donc, pour beaucoup de musiciens, la musique qui est disponible sur les plateformes de streaming, elle est là pour faire connaître le musicien, pour faire en sorte que les gens puissent savoir, OK, il y a un nouveau single, il y a un nouvel album qui est disponible. Si jamais cet artiste passe par ma ville, j'irai le voir. Bien sûr, en dehors d'un contexte de pandémie. Pour la grosse majorité des musiciens, nous ne faisons pas beaucoup d'argent sur les plateformes de streaming. Il faut avoir un volume d'écoute assez impressionnant pour que ça soit vraiment payant. Donc c'est dans ce sens-là que la musique enregistrée est disponible sur les plateformes, que ce soit les plateformes de streaming, que ce soit sur des plateformes comme YouTube, servent comme un outil de promotion. Dans un article publié par la presse en 2021 sur la fin du monopole des maisons de disques, vous dites qu'avec le développement des réseaux sociaux et d'autres outils d'autoproduction, il y a maintenant d'autres chemins possibles pour avoir du succès. C'est quoi les avantages et les nouveaux défis d'un musicien qui s'autoproduit? Pour un musicien qui s'autoproduit, le gros avantage est le contrôle. Pouvoir contrôler toute sa carrière, ça peut représenter pour des musiciens de la liberté. Ça peut représenter vraiment quelque chose qui lui met dans une situation de confort par rapport à des éventuelles pressions qu'il ou qu'elle pourrait subir de la part d'une maison de disques. J'ai déjà entendu de la part des musiciens qu'ils ont quitté une maison de disques parce que la maison de disques voulait faire des choses
que ce musicien-là en question ne voulait pas le faire. Le revers de la médaille est que pour gérer sa carrière, il faut qu'on soit plus que musicien. Il faut qu'on soit comptable. Il faut qu'on soit marketeur. Il faut qu'on soit négociateur. Il faut assumer plein de rôles pour lesquels le musicien n'a pas forcément reçu une formation et qui n'est pas forcément outillé pour le réaliser. Vous êtes vice-président du conseil d'administration des Jeunesses musicales Canada et formateur au Conseil québécois de la musique, en plus de faire partie du comité éditorial de la revue Circuit, une revue scientifique sur la musique contemporaine. Est-ce que les stratégies marketing et les défis de l'autoproduction sont différents quand on parle de musique classique ou contemporaine par rapport aux chansonniers et aux musiciens populaires? Oui et non. C'est la réponse préférée des chercheurs. Si nous revenons un peu à ce qu'est le marketing, en fait, on peut distinguer deux parties bien différentes. C'est le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Okay? Le marketing stratégique comprend la réflexion par rapport à qui tu t'adresses. Parmi tous les segments disponibles dans un marché quelconque, lesquels t'intéressent. Et aussi, ça comprend ton positionnement. Comment tu veux t'afficher? Quels sont tes avantages par rapport à d'autres offres qui sont disponibles sur le marché et qui seront appréciées par ces publics cibles? Cette réflexion-là, qu'on soit un musicien en musique classique ou en musique populaire, elle est la même. Je veux dire, on va identifier des segments de fans d'un côté et de l'autre. On va identifier des segments intéressants pour nous d'un côté et de l'autre, et on va devoir se positionner. Ce qui change ensuite, c'est la partie opérationnelle. C'est le marketing tactique. Là, quand on parle des 4 P, du produit, du prix, de la promotion et de la distribution. Il y a une histoire d'échelle aussi. En général, c'est pas une règle, mais en général, en musique populaire, les publics sont plus importants. Si on prend une moyenne de toute l'industrie de la musique, comparativement à la musique classique. Donc, la façon de penser le marketing plutôt, elle est la même. Mais la mise en application, elle serait différente. Vous vous intéressez aussi aux pratiques des musiciens classiques en temps de pandémie. Est-ce que la pandémie a donné lieu à des nouvelles pratiques? Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez que ces pratiques sont seulement éphémères? Oui, en effet. Nous avons évalué un certain nombre d'ensembles musicaux qui font de la musique classique et nous avons analysé comment ils ont répondu aux défis du confinement. Donc, ce que nous remarquons, pour être sommaire dans ma réponse, est que la première modification est au niveau du P distribution. Nous avons passé d'un mode présentiel à un mode en ligne. Donc, certains ensembles ont décidé de ne pas se produire pendant le confinement, mais beaucoup d'entre eux sont passés à un mode online. Donc, des concerts qui sont captés quelque part et qui sont diffusés sur des plateformes, soit en mode live, soit en mode préenregistré à leur public cible. La deuxième variable qui a subi une transformation, c'est le P-produit. Parce que nous ne pouvions plus être plusieurs dans la même pièce. Donc les ensembles qui étaient plus nombreux, qui avaient plus de membres, ont dû s'adapter. Donc on s'en va vers des formats, on passe de l'orchestre symphonique à la musique de chambre. Donc par conséquent, le répertoire, il subit aussi une certaine transformation. Et si je peux rajouter un troisième aspect, c'est un aspect de ciblage. Cibler, ça veut dire choisir le segment à qui on va s'adresser. Le fait qu'on passe du offline à un mode online te permet de toucher à un public qui n'avait pas envie ou ne voulait pas se déplacer dans les salles de concert. Donc,
le fait d'être forcé à proposer un produit en ligne a permis à certains ensembles de toucher des nouveaux publics. Par rapport à l'éphémérité de ces transformations-là, le temps nous dira. Si d'une part, les ensembles ont été forcés de se transformer, d'autre part, ces transformations-là ont apporté leur lot de bénéfices. Donc, il y a des ensembles maintenant qui ont du matériel qui peut être valorisé en ligne. Une fois qu'on aura le choix d'aller en salle, est-ce qu'on va continuer de consommer ce contenu qui est disponible en ligne? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer là-dessus, mais le temps nous dira. Vous avez récemment reçu du financement du CRSH pour un projet sur la perception du public à l'égard des musiciens handicapés. En quoi consiste ce projet? Ce projet, qui est très intéressant, a commencé quand je donnais une formation à des musiciens sur le marketing de la musique. Et dans la salle, il y avait un promoteur. Il est venu pendant la pause me voir en disant « Danilo, je dois promouvoir le concert d'un musicien qui vient des États-Unis. Et il s'avère que ce musicien-là, il est aveugle. Est-ce que je dois citer dans le matériel promotionnel le fait que cette personne, elle est aveugle? » Là, je n'avais pas de réponse à donner, ou une réponse intelligente et au moins informée. Donc, à partir de là, j'ai bâti avec deux autres collègues, Ali Tézer et Marie-Agnès Parmentier, ce projet de recherche qui vise à comprendre comment les gens perçoivent les artistes et plus précisément les musiciens qui ont un handicap. On va explorer à la fois les handicaps physiques, mais on commence aussi à investiguer les handicaps mentaux, les non visibles. Donc, ça se fait de différentes manières. On va utiliser des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. Par exemple, une des choses que nous faisons, c'est une expérimentation en ligne. Donc, nous avons pris un échantillon de consommateurs. Nous l'avons divisé en deux, le groupe A, le groupe B. Pour le groupe A, nous avons montré une description d'une chanteuse, et dans cette description-là, on dit qu'elle est handicapée. Elle est sur un fauteuil roulant. Ensuite, on montre à ces gens-là un extrait d'une chanson qu'elle a chantée. Et finalement, on pose la question, combien avez-vous aimé cette chanson? Même chose pour le groupe B, sauf que pour le groupe B, on ne dit pas qu'elle est handicapée. Voici une chanteuse, écoutez la chanson, évaluez la chanson. Les résultats préliminaires montrent que la chanson est plus appréciée du côté A, c'est-à-dire quand on dit que la chanteuse, elle est handicapée. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, nous sommes à l'étape de comprendre pourquoi il y a une différence d'évaluation entre ces deux groupes. Ensuite, nous avons aussi utilisé des méthodes qualitatives. Et là, nous sommes dans une démarche d'analyser des données secondaires pour voir quelles sont les différentes stratégies de promotion qui sont utilisées par les artistes, et là on va au-delà de la musique, par les artistes handicapés au moment de se promouvoir. Est-ce qu'ils parlent de leur handicap, oui ou non? De quelle façon? La prochaine étape sera de se poser la question, pourquoi on choisit une stratégie plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qu'il reste à comprendre sur le marketing des musiciens? Est-ce que vous avez un sujet ou un projet en tête pour le futur? Oui, j'en ai plusieurs et ce serait trop long de parler de tous les projets que j'ai en tête pour le futur concernant le marketing de la musique. Mais il y a un thème qui est commun à plusieurs projets qui sont en cours de développement. C'est celui des réseaux sociaux. La révolution numérique a transformé l'industrie et la vie des musiciens. Et les réseaux sociaux ont pris une place très importante dans la relation des musiciens avec les fans et dans leur stratégie de promotion. Donc, d'une part, pour les musiciens, les réseaux sociaux permettent plein de choses. Ils permettent de faire de la publicité, mais permettent aussi un contact direct
avec les fans. Ce n'est pas tous les musiciens qui se sentent à l'aise de faire ça. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Pourquoi certains musiciens, certaines musiciennes choisissent de le faire, pourquoi d'autres ne le font pas. D'autre part, pour les consommateurs, l'accès aux artistes est facilité. On est informé de façon très facile par rapport à ce qui se passe, même par rapport à la vie personnelle des gens qu'on aime. Donc, explorer l'impact des réseaux sociaux sur la performance, je ne parle pas de la performance artistique, mais de la performance commerciale des musiciens, c'est un thème majeur sur lequel on va se pencher sur les prochaines années.